Bonjour et bienvenue sur Gloria Mama. Je suis Diane et je vous propose, dans ce podcast, de partir à la rencontre de mères et de couples du monde entier. Ils nous livrent l'expérience de leur maternité, parfois loin de leur pays, tout aventuriers qu'ils sont. Des histoires d'hier et d'aujourd'hui, des histoires aux mille couleurs, aux mille saveurs, parfois douces, parfois plus amères. Les sujets de ce podcast ? Le désir d'enfant, les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir le parcours de Camille, un parcours marquant qui, j'en suis sûre, ne vous laissera pas indifférent. Très bonne écoute. Bonsoir Camille, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Gloria Mama. Tu es enseignante et tu as signé un premier livre qui s'appelle Gardons la pêche, récit d'une interruption médicale de grossesse, paru aux éditions Fauve en mai 2020. Alors lorsque j'ai ouvert ton livre et que j'ai lu le sous-titre, je me suis dit « Diane, tu passes ton échographie morphologique dans quelques jours, es-tu bien sûre de vouloir lire un tel récit ?» Et puis j'ai lu 1 page, 2 pages et je me suis plus du tout arrêtée. J'ai fermé le livre et je t'ai tout de suite contactée et je me suis dit Camille, c'est une personne qui fait du bien. Camille, c'est une dose d'énergie et de positivisme et il faut absolument qu'elle soit lue et entendue. Donc merci à toi d'avoir tout de suite accepté mon invitation. Pour te présenter, à l'époque où se situe ce livre, tu es mère de 3 enfants et tu attends un 4e enfant surnommé Melba. Donc avant de parler de Melba, je voudrais que tu nous racontes ton parcours pour avoir 3 enfants en bonne forme et peut-être pour commencer, nous dire comment est né ce désir d'enfant et à quel âge tu es tombée enceinte pour la première fois. D'abord, bonjour Diane, je suis toute émue par ce que tu viens de dire, c'est vraiment gentil. Mon désir d'enfant, il n'est pas venu tout de suite. D'abord, quand j'étais adolescente, pour moi, c'était hors de question d'avoir des enfants. J'étais issue d'une famille nombreuse. Et c'est quand j'ai commencé à faire des colonies que je me suis rendu compte que m'occuper des autres, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, le désir d'enfant est devenu une évidence, mais surtout le désir d'avoir une famille nombreuse, finalement. Je me voyais pas avec un enfant unique. Je pense que j'aurais été incapable d'éduquer un enfant unique. Et je ne connaissais que les familles nombreuses, que les cousins qui courent dans tous les sens. Et du coup, je voulais une famille avec plusieurs enfants, c'était sûr. Alors, tu avais quel âge quand tu es tombée enceinte pour la première fois et comment cette première grossesse s'est passée ? J'avais 23 ans, je venais de me marier, je suis tombée enceinte quasiment tout de suite et je me suis posé aucune question, c'est-à-dire que moi je suis issue d'une famille où on va assez rarement chez le médecin, on est plutôt en forme, tout allait bien, tout était rose. Donc, je suis même partie faire une croisière en bateau pendant 1 semaine et en fait, pendant cette croisière, j'ai commencé à perdre du sang et ça ne m'a même pas inquiétée. Pour moi, c'était sûr que cette grossesse allait arriver à terme sans souci. Quand je suis rentrée de cette croisière, j'ai téléphoné à ma gynéco pour prendre un rendez-vous. Donc, je suis tombée sur la secrétaire qui m'a donné un rendez-vous pour l'échographie. Et au moment de raccrocher, je lui ai dit « Au fait, je perds du sang, c'est normal ?» Et elle me dit « Non, ce n'est pas normal. Il est comment votre sang ?» Il est marron. Ah alors c'est pas normal du tout, vous allez à l'hôpital. Et du coup, je me suis rendue à l'hôpital immédiatement et en fait, j'étais en train de faire une grossesse extra-utérine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une grossesse extra-utérine et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? C'est une grossesse qui, au lieu de se développer dans l'utérus, va se développer en dehors de la cavité utérine. C'est très fréquemment dans les trompes de Fallope. Donc c'est une grossesse finalement qui va continuer à grossir, à se développer beaucoup moins vite qu'une grossesse normale, mais surtout il faut vite l'interrompre avant qu'elle crée une hémorragie interne chez la maman. En fait, qu'elle brise les trompes de Fallope. Du coup, il faut vite l'interrompre. Pour cette première grossesse extra-utérine, la grossesse a été interrompue de façon médicamenteuse avec, je crois que ça s'appelait du méthotrexate. Et donc, on prend le médicament et après, on fait des prises de sang qui vérifient que le taux de bêta-HCG diminue bien comme il faut.
Et donc, ce qui signifie qu'on n'est plus enceinte. Est-ce que tu étais consciente à 23 ans qu'une grossesse et ta grossesse pouvaient se dérouler ainsi ? Pas du tout. D'abord, ce qui m'a le plus frappée, c'est d'être une urgence. C'est-à-dire que j'allais bien, j'étais en forme. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis passée devant toutes les femmes qui avaient un énorme ventre et qui allaient accoucher. Et il fallait vite intervenir, vite faire quelque chose. Autour de moi, j'étais une des premières parmi mes amies à être enceinte. Du coup, j'avais très peu entendu parler de fausse couche. Je savais que ma mère avait fait une fausse couche avant moi. Je ne m'étais même pas imaginé que j'en ferais une. Donc voilà, donc une grossesse extra-utérine, je connaissais encore moins. Non, pour moi, c'était évident que cette grossesse allait arriver à terme. Et du coup, quand tu retombes enceinte, tu te sens comment et combien de temps après tu retombes enceinte ? Alors, les médecins m'avaient dit d'attendre 3 mois. Évidemment, je n'ai pas réussi à attendre 3 mois parce que j'avais trop envie de retomber enceinte tout de suite. Et puis que je crois que j'ai aussi un corps qui est assez sympa avec moi sur ce point-là. Je retombe enceinte très rapidement. 1 mois plus tard, à nouveau, j'étais enceinte et j'étais à nouveau très heureuse d'être enceinte. Alors, ce qui était un peu particulier pour moi, c'est que je suis cavalière et du coup, à partir du moment où j'étais enceinte, tout mon entourage le savait puisque j'arrêtais de monter à cheval et j'étais contente. Et t'étais contente et t'avais un peu d'appréhension ou t'étais complètement sereine par rapport à cette seconde grossesse ? J'étais beaucoup moins sereine. D'abord, quand on a fait une grossesse extra-utérine, pour la grossesse suivante, on doit faire une prise de sang tous les 2 jours pendant à peu près 1 mois et demi pour vérifier que le taux de bêta-HCG double bien toutes les 48 heures. Ce qui prouve qu'on est enceinte parce qu'en fait, quand on fait une grossesse extra-utérine, l'embryon se développe moins vite et du coup, le taux de bêta-HCG ne double pas. Voilà, donc on ne peut pas être serein. Voilà, c'est pas possible, on y pense tout le temps. Du coup, ton taux de bêta-HCG double bien. Comment est-ce que se passe cette grossesse ? Au départ, bien, jusqu'à ce que je fasse une fausse couche cette fois-ci. En août, en plus, c'était difficile parce que c'est un moment donné où je suis aussi professeure et donc à ce moment-là, j'ai appris que j'étais mutée loin de chez moi, à 250 km de chez moi. Donc j'ai eu vraiment du mal à vivre cette fausse couche loin de mon mari. Voilà, ça c'était aussi une difficulté. Et puis voilà, la peur de jamais y arriver qui forcément commence à s'installer progressivement, cette confiance en la vie que j'avais beaucoup moins tout à coup. Comment est-ce que tu as surmonté tout ça ? Comment j'ai surmonté tout ça ? Sans trop me poser de questions. J'ai toujours essayé d'avancer, à me dire que c'était pas grand-chose, c'était qu'un début de grossesse. Alors à chaque fois, moi j'étais très triste, mais j'en parlais très peu. J'en parlais aux autres, mais toujours sur le ton de l'humour, toujours... Ah, c'est pas grave, ce n'est qu'un épisode malheureux et qui se terminera bien, voilà, mais j'essayais de ne pas trop m'écouter. Et est-ce que ça met un frein dans tes projets d'enfant ou est-ce que tu continues à désirer un enfant et à mettre ce projet en œuvre rapidement ? Je suis quelqu'un d'assez têtu, donc c'était pas de grossesse interrompue qui allait perturber cette envie d'enfant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a à nouveau enchaîné sur une 3e grossesse où j'étais encore plus suivie cette fois-ci parce que c'était la 3e. Donc une prise de sang toutes les 48 heures jusqu'à ce que la prise de sang commence à montrer des défaillances. Donc je suis à nouveau allée à l'hôpital. Et cette fois-ci, c'était encore une autre grossesse extra-utérine que les médecins ont essayé d'interrompre par traitement médicamenteux. Donc en fait, on prend le médicament et 48 heures après, normalement, il faut venir faire une prise de sang à l'hôpital. J'habite assez loin de l'hôpital et puis c'était un week-end. L'interne me dit, bon, rentrez chez vous et puis si tout va bien, attendez lundi, enfin, il y avait des jours fériés ou quelque chose comme ça. En tout cas, attendez 3-4 jours, vous viendrez dans 3-4 jours à l'hôpital faire votre prise de sang. Bon. Heureusement, je connaissais un gynécologue que j'ai appelé dans mon entourage qui m'a dit « Ouh, surtout pas, tu viens à l'hôpital tout de suite » et qui m'a gardée. Et en fait, le traitement au méthotrexate n'avait pas fonctionné. Et du coup, les médecins ont dû interrompre cette grossesse sous célioscopie. Donc là, c'est quand ils vont chercher... la grossesse à l'intérieur de la trompe. Ils ont réussi à ne pas l'abîmer. Donc j'ai toujours mes 2 trompes. Mais j'étais psychologiquement dans un sale état à ce moment-là. 2 grossesses extra-utérines et une fausse couche, même si on a 23 ans, 24 ans, c'est quand même extrêmement dur psychologiquement. Est-ce que tu peux justement nous expliquer comment tu t'es sentie prise en charge par les soignants ? C'est difficile quand on a 23-24 ans de commencer ses 3 premières grossesses comme ça. Ce qui était peut-être moins difficile, c'est que à chaque fois je me disais c'est la vie, c'est comme ça et tu vas te relever.
J'avais l'impression que c'était des épreuves que la vie m'imposait, mais que de toute façon, j'allais réussir à me relever. Voilà, moi je vais rarement voir les médecins et j'ai toujours l'impression de les déranger. C'est-à-dire que quand je rentre dans un cabinet médical, j'ai toujours envie d'en ressortir parce que j'ai toujours l'impression que mon cas n'est pas grave et qu'il y a toujours des gens qui doivent être mieux soignés que moi. Du coup, j'écoute les explications des médecins très rapidement. Et c'est vrai que si j'ai pas un médecin qui prend le temps de m'écouter et d'écouter mes silences et de m'imposer aussi de rester assise et d'écouter, je ressors très vite de chez le médecin sans avoir demandé d'aide finalement, sans avoir vraiment demandé d'explication. Donc c'est beaucoup Internet et les forums qui m'ont aidée dans ces moments-là. Je me permets de te citer, parce qu'à un moment tu dis dans ton texte, rien n'expliquait cette récidive, 2 grossesses extra-utérines, j'étais maudite. Il était trop tard pour qu'on m'administre un traitement au méthotrexate. Alors on m'avait opéré sous cœlioscopie et les médecins avaient crié victoire. Ma trompe de Fallope n'était pas endommagée. Ils étaient fiers de leur prouesse médicale, mais j'étais dévastée par le chagrin. C'est ça. Et moi, finalement, devant un médecin qui me dit « Bonne nouvelle, votre trompe de Fallope est conservée », je vais pas me mettre à pleurer. Voilà, donc je pleure, mais je vais pas le montrer. C'est vrai. Parce que je suis une victoire. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est vrai que j'allais pas pleurer sur mon sort alors que le médecin me disait que j'avais de la chance. J'avais pas de chance en fait. Tu dis aussi un peu plus tard, en citant un autre médecin, Apol était ponctuel malgré un planning bien chargé. Il ne perdait pas son temps en discussions inutiles. Il n'était pas là pour réconforter ses patientes. On a l'impression que tu es face à des soignants qui sont hyper bons techniquement, mais qui prennent pas effectivement trop en charge le côté émotionnel que tu ne réclames pas toi non plus du fait de ce que tu nous as raconté plus tôt. Oui, c'est ça. Je suis trop pudique, je crois. Éventuellement, en parler à un psychologue qui est là pour ça, oui, mais jamais je me serais permise de déranger un médecin pour mes problèmes psychologiques, alors que maintenant, après coup, je me rends compte que non, en fait, j'avais besoin d'aide. Et peut-être que cette aide-là, je l'ai plus reçue par des sages-femmes, par exemple, que par les médecins que je rencontrais à l'hôpital ou en cabinet. Après, c'est justement la perception que j'en ai, mais qui n'est certainement pas juste, mais c'est que pour moi, les médecins, ils étaient là pour le côté technique, pour le côté mécanique, et que tout le côté psychologique ne les concernait pas. Donc je pensais même pas avoir le droit de les embêter avec ça. Est-ce que tu peux maintenant nous parler du vécu de ton mari par rapport au tien, justement par rapport à ces grossesses non menées à terme? Alors mon mari, il est charpentier-couvreur, donc il fait un métier manuel, il a des mains en or, mais pour lui, tant que son bébé il ne l'a pas tenu entre ses mains, c'est pas un enfant, c'est pas son enfant. Aucune de mes grossesses avortées n'a été un problème pour lui. C'est-à-dire que tant que le bébé était dans mon ventre, ce n'était pour lui qu'un projet. Donc bon, un projet qui s'arrête, c'est pas bien grave, de toute façon on va en faire un autre, un projet. Je pense qu'il n'a jamais été triste de ces interruptions de grossesse ou de ces fausses couches. Voilà, il était triste de me voir triste, mais lui, je pense qu'il n'a jamais ressenti de peine à l'annonce de ces fausses couches. Après donc cette grossesse extra-utérine, cette fausse couche, cette autre grossesse extra-utérine, tu retombes enceinte. Et là, ça fonctionne puisque tu retombes enceinte même 3 fois et tu as 3 enfants en bonne forme. 3 super enfants en bonne forme avec des grossesses compliquées, très suivies. Moi, j'ai eu en plus des complications au cours de ces grossesses qui ont fait que j'ai jamais été sereine pendant mes grossesses. Mais en tout cas, elles sont arrivées à terme avec 3 beaux bébés. Et je pourrais presque dire souriants quand ils ne pleuraient pas. Donc, vous avez toujours envie avec ton époux d'une grande famille et vous vous lancez dans l'aventure d'un 4e enfant que vous surnommez avec ton époux Melba. Donc, c'est ton 4e enfant, mais c'est ta 7e grossesse. Est-ce que justement tu peux nous expliquer comment tu te sens par rapport à ce début de 7e grossesse ? Toujours stressée en début de grossesse parce que la grossesse extra-utérine c'est quand même un peu stressant pour la santé de la maman. On peut faire une hémorragie interne à un moment donné où on est loin de l'hôpital, donc toujours un peu stressée en début de grossesse. Et puis une fois qu'on avait atteint le stade des 7 semaines de grossesse, à ce moment-là, je commence à devenir beaucoup plus sereine. Je vis une grossesse heureuse avec des enfants heureux d'attendre un petit frère ou une petite sœur et un mari heureux aussi, donc tout allait bien pour nous.
Est-ce que tu peux nous raconter la suite du coup ? La suite, eh bien, on a fait une échographie. Alors moi, comme j'étais très suivie, je suis un peu perdue dans les échographies. J'ai pas eu 3 échographies comme quasiment toutes les femmes. J'en ai eu énormément. Donc je ne sais pas quelle échographie, mais au cours d'une échographie, ma gynécologue qui parlait très peu pendant ses rendez-vous, je commençais à très bien la connaître, mais pendant ses rendez-vous, elle parlait très très peu. C'était très technique, elle faisait clic-clic avec sa souris et son ordinateur, mais voilà, la communication était réduite au minimum. Et donc elle m'annonce que il y a un problème sur la nuque de Melba. Et du coup, elle me dit, pour les grossesses précédentes, vous aviez voulu faire la prise de sang, je vais peut-être me tromper dans les mots, mais qui indiquait les marqueurs sériques. Donc, c'est la prise de sang qui indique s'il peut y avoir éventuellement une malformation de l'enfant. Et puis, si cette prise de sang est mauvaise, on peut faire une amyosynthèse derrière. Donc, vous aviez fait cette prise de sang pour vos précédents enfants. Là, la nuque m'inquiète, est-ce que vous voulez faire cette prise de sang ? Donc je dis oui, évidemment, on va faire cette prise de sang. Allons-y. Donc on fait la prise de sang. Moi j'étais très confiante, de toute façon j'avais eu suffisamment de problèmes comme ça. Maintenant c'était bon, ça suffisait maintenant les problèmes. Mais on n'a même pas attendu les résultats. En fait, ma gynécologue a voulu que j'aille voir un médecin qui était spécialisé dans les grossesses à risque. Et elle voulait que j'aille le voir très rapidement, avant même d'avoir ses résultats de prise de sang. Donc c'est elle qui m'a pris un rendez-vous pour le lendemain ou le surlendemain. J'avais rendez-vous dans le service des grossesses pathologiques de l'hôpital. Le gynécologue hospitalier m'a fait une échographie et m'a tout de suite proposé, en fait, avant même d'avoir les résultats de la prise de sang, m'a proposé de faire une biopsie du trophoblaste. En fait, c'est une intervention qu'on peut faire un peu plus tôt que la myosynthèse. On va aller chercher du placenta. Et c'est une intervention qui permet, si les nouvelles ne sont pas très bonnes, ça permet de faire une interruption médicale de grossesse un peu plus tôt. Il y a un peu plus de risque de fausse couche avec la biopsie qu'avec la myosynthèse. Moi, je me disais que j'avais eu suffisamment de problèmes comme ça et que j'avais épuisé mon quota de problèmes. J'étais persuadée que les nouvelles seraient bonnes et que je ne ferais pas de fausse couche derrière. J'ai dit oui pour cette biopsie du trophoblaste. Tu écris dans ton livre « J'avais déjà trop souffert et je passais mon tour pour les galères à venir ». J'avais utilisé mon quota, c'était bon. Donc tu fais cet examen, tu le fais seul. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu te sens ? Curieusement, je ris beaucoup, mais je ris de stress. L'ambiance avec les médecins et avec les infirmières qui étaient à côté était plutôt bonne, mais j'étais très stressée. C'est quand même impressionnant. On voit je crois qu'ils appellent ça une canule, enfin une énorme paille qui vient dans votre ventre et aspirer un petit bout. On se rend compte qu'on vient chatouiller le nez de votre bébé, avec une paille. C'est quand même assez impressionnant. Vous allez tous les deux ensuite chercher les résultats et le professeur à ce moment-là veut vous parler. Est-ce que tu peux nous décrire l'état d'esprit de toi et ton mari quand vous vous rendez chez le professeur pour écouter les résultats ? En fait, on avait fait la politique de l'autruche complètement. C'est-à-dire que on était persuadés que tout irait très bien. Et le professeur nous avait annoncé que nous recevrions les résultats par téléphone. Donc 2 jours après, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire qui me dit « Le docteur Apol voudrait vous rencontrer ». Je dis « pourquoi il ne me donne pas les résultats par téléphone ? Ça veut dire que c'est mauvais ?» Non, il veut juste vous rencontrer. Et du coup, je suis allée chercher mon mari et donc on est allés ensemble à l'hôpital et sur le trajet, on se disait « Mais on va encore perdre 1 heure juste pour… nous dire que tout va bien. Franchement, ça valait pas le coup d'aller à l'hôpital pour ça. Il aurait pu nous le dire par téléphone. On était persuadés que tout irait bien. On arrive chez le docteur Apol qui nous annonce une trisomie. On savait pas encore laquelle. Trisomie 21 ou trisomie 13, qui est une trisomie beaucoup plus importante. Et là, il faut prendre très rapidement une décision. Alors moi, je connaissais déjà la décision de mon mari. On en avait déjà parlé avant. On en avait parlé avant notre mariage, de toute façon. Et lui, il avait toujours dit qu'il accueillerait un enfant handicapé à la naissance, mais que si on avait connaissance d'une malformation pendant la grossesse, il ne voulait pas garder de bébé. Donc je savais, il l'avait toujours dit. Moi, je m'étais toujours dit que ça ne nous tomberait pas dessus, qu'on avait un désaccord dans notre couple, et que ça pouvait pas juste tomber. La vie, elle n'est pas nous faire le sale coup de nous donner pile ce désaccord-là. Elle nous l'a donné. Elle nous a donné cette épreuve-là et il a fallu, ça a été très difficile d'accepter la décision de mon mari. Enfin, en tout cas, de faire de la décision de mon mari ma décision. Pour ton mari, c'était très clair, mais ça l'était pas forcément pour toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de
de la relation avec ton mari et des grandes étapes traversées avec lui. Alors ça ne l'était pas du tout pour moi, ce n'était pas du tout une évidence de faire une interruption médicale de grossesse, au contraire. À partir du moment où je me suis imaginée maman, je me voyais très bien maman d'un enfant handicapé. La trisomie 21, pour moi, c'était pas un gros handicap. C'était pas un handicap qui rendait malheureux. Du coup, pour moi, c'était pas une raison valable pour une interruption médicale de grossesse. J'ai eu beaucoup de mal à accepter la décision de mon mari. Je la comprenais, la décision de mon mari, puisqu'on en avait parlé depuis longtemps. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il n'ait aucun état d'âme pour moi. Et il ne se rendait pas du tout compte du chamboulement, de la tristesse, du désespoir que ça créait en moi. Du coup, de ce désaccord est née une énorme colère. J'étais vraiment en colère contre lui pendant longtemps. J'ai pas cessé de l'aimer, mais j'étais très triste et très en colère vis-à-vis de lui qui m'imposait quelque chose de surhumain. Enfin, voilà, il m'imposait une décision trop difficile. Dans ton livre, tu dis que tu acceptes finalement cette interruption médicale de grossesse, mais tu dis que tu prends ce médicament pour sauver ta famille et que Melba est sacrifiée sur l'autel de la vie conjugale. C'est vraiment un ressenti extrêmement fort. Comment est-ce que tu as fait finalement pour accepter cette situation-là ? C'est-à-dire que mon mari il me disait, moi je suis pas capable, je ne peux pas t'assurer que j'arriverai à m'occuper d'un enfant handicapé. Je risque de flancher. Donc je me disais, je vais perdre mon couple et puis je vais me retrouver avec mes 3 enfants, mes 3 aînés, plus un 4e handicapé. Forcément, ça va peser sur mes 3 aînés. Si je garde cet enfant, finalement, je brise toute une famille, je brise notre mariage et je brise peut-être mes 3 aînés. J'ai vraiment eu l'impression de prendre cette décision, c'est pas l'impression, j'ai vraiment eu la certitude de prendre cette décision pour conserver ma famille, sans trop penser à moi et sans trop penser à Melba. Tu dis aussi que, contrairement à tes grossesses extra-utérines et tes fausses couches, ce qui a été vraiment difficile pour toi, c'est finalement d'être actrice de la fin de la vie de ton bébé. Ah, ça a été le plus dur. C'est-à-dire que les fausses couches ou les grossesses extra-utérines, je les prenais comme un coup du sort et puis j'ai qu'à encaisser, je tends le dos et puis j'y arriverai. Là, ce qui était difficile, c'est que c'est moi qui ai pris le médicament, c'est moi qui ai dit oui, c'est moi qui ai signé, mon mari aussi. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai tué mon bébé et ça, c'est une sacrée culpabilité pour une maman. On dit que c'est une interruption volontaire de grossesse ou une interruption médicale, mais c'est pas volontaire. Enfin, je l'ai voulu, mais je l'ai pas voulu. Je l'ai voulu, mais en fonction des conditions extérieures. Voilà, c'est très difficile à assumer et énormément de culpabilité. Je te cite, tu dis, en parlant à ton mari, tu as de la peine peut-être, mais elle ne remet pas en question ton statut de père. Moi, j'ai tué mon bébé, tu comprends ? Tu connais beaucoup de mères capables d'un geste aussi abject. Ce n'est pas une fausse couche, c'est une interruption médicale de grossesse. Voilà, et l'interruption médicale de grossesse, il y a tellement de culpabilité derrière que là, c'est dur. C'est vrai que tu te poses tout le temps des questions, et elles reviennent tout le temps comme pour t'auto-flageller. Tu parles de barbarie, tu te qualifies de criminel, tu as l'impression de bafouer tes valeurs morales, que Melba, c'est un supplice gravé en toi. Bon, pendant ce temps-là, ton mari dort à poing fermé. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter tout ça ? Je surmonte tout ça parce que je l'aime, je crois, et que de toute façon, il y a un moment donné où soit je m'enterre et je lui en veux, la colère prend trop de place, et dans ce cas-là, on arrive à la fin de notre couple, ou alors, il a fallu que je décide par moi-même que j'aimais mon mari, que j'avais fait ce geste-là pour lui aussi, et qu'il allait falloir qu'on avance. Donc j'ai été aussi aidée par des amis très, très proches qui m'ont accompagnée, par des rencontres surtout, une rencontre en particulier qui m'a énormément aidée. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ces personnes qui ont été placées sur ton chemin et pour te faire avancer ou parfois même freiner dans ce cheminement face à la maladie, face à l'interruption médicale de grossesse ? Je vais commencer par celles qui m'ont freinée et puis après celles qui m'auront fait avancer. Les remarques qui m'ont freinée, c'est toutes les femmes qui avaient vécu une amniosynthèse, pour lesquelles les nouvelles avaient été bonnes, et j'en suis très heureuse, mais qui me disaient toutes « Ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur !» Non, mais tout s'est bien terminé.
Oui, mais moi, justement, ça se termine pas bien. Voilà, ça, j'ai eu beaucoup de mal parce que je connaissais personne d'autre qui avait fait une interruption médicale de grossesse, mais des femmes qui ont fait des amniosynthèses, il y en a plein et elles ont toutes leur avis à vous donner. Donc celle-là, ça a été difficile. J'ai eu le conseil d'une amie très particulière, c'était une ancienne amie d'école qui est très croyante, qui me propose de continuer cette grossesse jusqu'à terme et puis de confier mon bébé ensuite à une famille qui l'accueillerait avec plaisir. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'elle me proposait. En fait, elle me proposait d'abandonner mon enfant. Quand elle m'a proposé ça, j'ai été dans une colère noire. Avec le recul, 2-3 jours après, je me suis dit non, elle a bien fait. En fait, c'est ça une amie aussi. Une amie, c'est quelqu'un qui vous propose toutes les possibilités et qui vous permet de choisir avec toutes les cartes en main. Je la remercie, cette amie-là, parce que elle m'a mis une carte entre les mains que j'ai refusé de prendre finalement, mais au moins je l'ai lu, cette carte. Et puis une rencontre surtout. Par hasard, j'ai rencontré la maman d'un petit enfant porteur de trisomie 21. Cette famille-là avait décidé de garder l'enfant. Elle savait pendant la grossesse que l'enfant serait porteur de trisomie. Et ils avaient décidé de garder cet enfant. Et au début, tout était beau. Le père s'occupait beaucoup de l'enfant, était très fier de son enfant, qui était différent des autres. Et puis, il était mignon. Et puis, tout allait bien. Et puis, il progressait. Et puis, progressivement, vers 3-4 ans, cet enfant a progressé moins vite. Les différences avec les autres enfants se sont de plus en plus marquées. Et le papa a pris la fuite. Et finalement, la maman se retrouvait toute seule avec ce petit garçon. Et elle m'a fait réfléchir aussi. Et elle m'a montré aussi que mon mari, il était peut-être égoïste quand il me disait « je ne peux pas garder cet enfant ». Mais peut-être aussi qu'il était tout simplement réaliste. Et qu'au moins, il admettait ses faiblesses et qu'il me disait « là, je ne pourrais pas, ça sera au-dessus de mes forces ». Et finalement, c'est peut-être mieux que quelqu'un qui vous dit bah, « bien sûr, je vais assumer, je vais le faire, tout va bien, j'y arriverai » et puis qui vous lâche à mi-parcours. C'est elle qui m'a permis de comprendre que il fallait peut-être pas que je sois si en colère que ça contre mon mari. Effectivement, cette personne, elle dit que cette interruption médicale de grossesse, c'était un acte d'amour pour ton mari, tes enfants, mais aussi pour Melba. Finalement, la seule que tu n'as pas écoutée, la seule que tu as laissée de côté, c'est toi. Tu as accepté de souffrir et de te dépasser pour préserver ceux que tu aimes. Pourquoi refuses-tu de voir cela ? Oui, j'ai mis longtemps à le voir. Je ne l'ai pas vu tant qu'elle ne me l'a pas dit, effectivement. Et puis, il y a aussi le regard de ma grand-mère qui m'a beaucoup aidée à accepter. De savoir que ma grand-mère, qui avait eu 6 enfants, je ne sais pas quelle décision elle aurait prise, mais en tout cas, ma grand-mère me disait « je suis contente de ne pas avoir été confrontée à cette décision ». Et du coup, de me dire que si même ma grand-mère, que j'aime beaucoup et qui est tellement formidable, qui aime les gens profondément, si même ma grand-mère reconnaît qu'elle aurait eu du mal à traverser cette épreuve, alors c'est normal que j'ai du mal à la traverser. Ça m'a aidée aussi. Maintenant, si on revient à tes enfants, tu as 3 enfants quand tu vis cette épreuve d'interruption médicale de grossesse. Est-ce que tu peux nous parler de tes enfants face à cette interruption médicale de grossesse, parce qu'ils sont suffisamment grands pour comprendre que tu es enceinte et qu'il y a un problème en fait? Ils doivent avoir à ce moment-là 18 mois, 5 ans et 6 ans, quelque chose comme ça. Donc ils sont au courant que je suis enceinte, ils sont très contents de devenir grands frères et grandes sœurs. Pour moi, c'est très difficile de leur en parler, parce que c'est quand même leur dire que eux, ils ont été parfaits, ils étaient tout beaux, comme il fallait, et du coup, on les a gardés. Et donc, c'était aussi dire à ces enfants, regardez, le petit 4e, lui, il n'est pas parfait, hein. Bon, on va pas le garder, en fait. Et du coup, c'est très difficile à assumer, parce que je me disais, mais c'est aussi leur mettre une pression énorme. Ça veut dire que eux, je me disais peut-être qu'ils vont se dire que le jour où ils seront plus parfaits, on les laissera sur le côté, eux aussi. Je voulais pas leur mettre cette pression-là. Je trouve que c'était trop dur. Donc, j'ai pas du tout assumé le fait de prendre cette décision, et j'ai tout mis sur le dos des médecins, en leur disant, voilà, les médecins ont dit que la vie serait trop dure pour cet enfant, donc ils ont décidé d'interrompre leur grossesse. Voilà, sur le coup, j'ai pas du tout réussi à assumer ce geste-là vis-à-vis de mes enfants. Une fois qu'ils ont grandi, parce que maintenant ils sont plus âgés, j'ai pu leur expliquer, et j'espère qu'ils l'ont entendu, que j'étais prête à l'accueillir, en fait, cet enfant, et que
c'était une décision familiale et que c'était un équilibre de vie qu'on a essayé de préserver. Après, il y a eu d'autres enfants qui sont nés, 2 autres. Et je me dis aussi que si on avait gardé Melba, on n'aurait pas pu en faire d'autres derrière, je pense. Est-ce que tu peux nous dire ce que ces épreuves, et particulièrement cette interruption médicale de grossesse, t'a apporté ou t'a fait perdre ? Elle m'a beaucoup apporté. J'ai l'impression que j'ai traversé une épreuve difficile, longue, parce que j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais maintenant, je sais que je peux surmonter l'insurmontable. Pour moi, c'était l'épreuve la plus difficile à vivre. Je le savais à l'avance. Je ne voulais pas avoir à prendre ce genre de décision dans ma vie. Je voulais bien affronter des difficultés, la mort, la maladie. Toutes ces situations-là, je m'étais imaginé que je pouvais les surmonter. Mais je ne voulais surtout pas affronter une situation qui me demanderait de faire un choix éthique et viscéral trop cornélien, trop dur. Et bien finalement, je m'aperçois que j'ai réussi à affronter cette situation que j'imaginais insurmontable et à en faire une force, je pense. Parce que maintenant, j'ai l'impression que j'ai plus confiance en la vie, parce que je me dis que quoi qu'elle m'apporte, j'arriverai à le surmonter. Elle m'a aussi apporté peut-être plus de compassion envers les femmes, plus de compréhension. Et je pense que je resterai toujours sensible à la trisomie. De cette interruption médicale, j'ai réussi à faire un livre, et de la trisomie, j'espère que j'arriverai à en faire quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je sais que la trisomie n'est pas arrivée dans ma vie par hasard. Tu dis dans ton livre, effectivement, j'avais déjà vécu des moments éprouvants dans ma vie, mais j'étais parvenue à en faire des atouts. Les psychologues appelaient cela la résilience, la capacité à transformer une vulnérabilité en atout. Melba serait mon énergie pour rebondir. Je savais qu'elle serait un cadeau du ciel et que je ne devais pas lâcher. Alors moi, j'ai découvert une phrase, une maxime récemment qui, je trouve, illustre bien cet épisode de ma vie. C'est Sénèque qui avait dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et en fait, je crois que quand j'étais sous la pluie, j'ai décidé que j'allais réussir à m'en sortir. Je crois que ça s'appelle la résilience. On s'en sort et on s'en sort bien. Il faut savoir écouter sa tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'au cœur de mon IMG, j'ai finalement réussi du coup à écouter toute cette tristesse, toute cette colère qui était en moi. Je l'ai écoutée avec attention, ce que je ne savais pas faire avant aussi. Peut-être que j'ai aussi appris à m'écouter. J'ai essayé de marcher vers la résilience et vers l'amour de mes proches, et en particulier de mon mari, que je voulais surtout pas perdre. Et ensuite, avec ton époux, vous avez eu 2 autres enfants. Tu nous l'as dit au cours de l'interview. Ces autres grossesses, comment tu les as vécues, quoi ? Est-ce que ces bébés étaient tout roses, tout dodus, baraqués comme des rugbyman, comme tu dis, et toujours souriants ? Alors, est-ce que j'étais confiante ? Non, plus du tout. Là, il y a un moment donné où c'était terminé. Je crois que j'ai stressé jusqu'à la fin de la grossesse pour ce 4e et ce 5e enfant. Mais ils sont nés tout roses, tout dodus et bien costauds comme des rugbyman. C'était des bons enfants en pleine forme. J'étais très angoissée pendant mes grossesses, mais une fois qu'ils étaient nés, ça y est, ils étaient là. Et du coup, j'étais pas du tout une maman stressée après. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre et combien de temps il y a eu entre ton interruption médicale de grossesse et le début d'écriture de ce livre ? Je crois que j'ai toujours voulu écrire et que je ne sais pas exprimer mes sentiments à l'oral. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir du mal à vous parler là, alors que écrire, pour moi, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire dire ce que je ressentais à l'écrit, en choisissant ces mots, en ayant le temps, c'était beaucoup plus simple pour moi que de parler. Je suis très pudique et curieusement, je ne suis pas pudique à l'écrit. Et quand j'ai commencé à écrire, je crois que je ne me suis même pas posé la question en fait, mais j'ai pris un stylo un jour où j'avais du temps. Je ne sais pas si ça existe vraiment quand on a 4 enfants, parce qu'à ce moment-là, j'avais 4 enfants. Je ne sais pas si ça existe et qu'on est prof, donc je ne sais pas si ça existe les jours où on a du temps, mais du coup, voilà, c'était peut-être un besoin finalement que j'ai eu d'écrire là. Il fallait que j'écrive et j'ai pas arrêté ça m'a pris presque 1 an d'écrire tout ça et ça m'a fait un bien fou. Et quand j'ai mis le point final à ce livre, j'ai eu l'impression que ça y est, le sujet interruption médicale de grossesse et Melba n'était plus une fracture, mais était devenu une force. C'était vraiment un besoin. Et ce livre-là, je l'ai écrit après la naissance de notre 4e enfant,
J'avais dû commencer 2 ans et demi après l'interruption médicale de grossesse. Et je me suis aperçue aussi que j'avais oublié beaucoup de choses. En fait, j'ai dû refaire tout un travail de mémorisation. En fait, on s'aperçoit que les périodes difficiles de sa vie, on essaye de mettre un mouchoir dessus, c'est plus simple. C'est pas plus simple du tout, il vaut mieux bien y penser, bien y réfléchir, et après on s'aperçoit que une fois qu'on y a bien pensé, on peut le poser de façon assez sereine. Ma dernière question, c'est si tu avais justement des messages à faire passer aux femmes, aux couples qui connaissent des difficultés dans leur parcours pour fonder leur famille, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le problème, c'est que je vais leur dire quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Je vais leur dire « ne vous inquiétez pas ». Mais c'est ce qu'on m'a dit pendant toutes mes grossesses, c'est évidemment qu'on s'inquiète, évidemment qu'on est en colère, mais finalement, tout le parcours que vous traversez, un jour vous arriverez à en faire une force. Vous aimerez vos enfants différemment parce que vous avez rencontré des difficultés pour les avoir. Votre couple sera aussi peut-être renforcé par ces difficultés. C'est chouette aussi de se dire qu'avec son mari, on a réussi à traverser des périodes difficiles et qu'on est toujours là et qu'on est toujours ensemble. C'est assez rassurant. Tout ce que vous affronterez, c'est ça qui vous construit. Mais je ne sais pas si on a envie d'entendre ça quand on est enceinte et que ça se passe mal. Je ne sais pas. Merci infiniment Camille pour ton partage. Je rappelle le titre de ton livre « Gardons la pêche », publié par les éditions Fauve en mai 2020, qu'on peut trouver en librairie. C'est vraiment un livre que je recommande chaudement, que j'ai adoré lire malgré la difficulté du sujet. C'est un livre qui est positif, qui est plein d'espoir. Et c'est vraiment un livre qui fait du bien. Merci encore Camille de m'avoir accordé cet entretien. Je remercie Diane. Merci beaucoup Camille, à bientôt. Au revoir Diane. Au revoir. Lorsqu'on voit Camille, sa famille et ses 5 enfants, de l'extérieur on se dit « Elle n'a pas eu de problème pour avoir des enfants, c'est sûr ». Et on se trompe lourdement. Camille et la maternité, c'est un parcours cabossé et douloureux. Camille, c'est la persévérance, l'espoir, la résilience et l'amour. Très sensible aux difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans leur grossesse, Camille a aussi fait un don d'ovocytes, gratuit et anonyme en France. Cette interview montre que malgré les difficultés, il faut garder espoir. Que l'on arrive ou pas à avoir des enfants, on peut faire de ces épreuves une source de richesse et de renouveau. Le cheminement est long, difficile, douloureux, mais il est possible. Alors gardons la pêche. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il puisse être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide vraiment. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook sous l'identifiant gloriamama.diane. Pour le prochain épisode, je vous propose de découvrir l'univers de la procréation médicalement assistée et d'écouter le très beau témoignage d'Hélène. À très vite sur Gloria Mama.